Nous sommes en Angleterre, au début du mois de juin 1944. En quelques jours, 270 000 soldats, principalement américains, britanniques et canadiens, embarquent à bord de centaines de navires. Ils attendent l'ordre du général Eisenhower pour traverser la Manche et partir à l'assaut des côtes normandes. C'est la plus importante opération militaire, navale et aérienne jamais organisée. Elle a pour nom de code Overlord. Le lancement de l'opération, le jour J, a été reporté du 5 au 6 juin 1944 à cause du mauvais temps. Il est prévu que plus de 3 millions de combattants prennent le même chemin pour libérer la France et d'autres pays d'Europe de la tyrannie nazie. Le 6 juin, dès l'aube, la côte française est intensément bombardée. Un déluge de feu pour fragiliser la défense allemande. Puis, les premières péniches partent à l'assaut. Le jour J, peu de caméramens et photographes accompagnent les combattants à bord des navires qui font la traversée, dans les avions et lors des premiers assauts. Mais plus tard, ils seront plus de 200. Jamais autant de reporters n'ont été recrutés pour une opération militaire. Parmi ceux qui les encadrent depuis plusieurs mois, il y a le grand cinéaste John Ford. Pour qui travaille-t-il? Et les images du jour J, filmées dans des conditions souvent très dangereuses, que sont-elles devenues? Revenons au lundi 5 juin 1944, la veille du jour J, avant le coucher du soleil, vers 20 h. Ces hommes sont des parachutistes américains, moyenne d'âge 22 ans. Ils vont sauter cette nuit en Normandie, à l'intérieur des terres, un parachutage très risqué. Leur mission, bloquer dès cette nuit les renforts allemands allant vers la côte. Tout à l'heure, ils ont eu l'honneur d'une visite du général Eisenhower, le commandant en chef des armées alliées. Il a fait la route depuis Portsmouth où il a son quartier général. Des images comme celle-ci sont destinées à passer dans les salles de cinéma, notamment aux États-Unis. Le général Eisenhower le sait bien, alors il faut faire bonne figure, même si tout le monde est très inquiet. La plupart de ces parachutistes sont très jeunes, et ce sera leur baptême du feu. Ils emportent tous un accessoire inattendu. Top! Regardez, pendu par un fil à son cou, c'est un criquet, un petit appareil pour que dans la nuit, une fois à terre, chacun puisse retrouver son groupe. En voici une copie. Une petite pression du pouce pour faire 2 clics. Et si quelqu'un répond par 4 clics, c'est bien un parachutiste. Sinon, méfiance, danger. Ce soir, ils ont tous un criquet. Des photographes ont eux aussi reçu l'ordre de venir faire des images. En face du général Eisenhower, le lieutenant Wallace Strobel. Sur le carton, le numéro de l'avion dans lequel il va monter avec ses hommes. Ils sont tous très chargés. 40 kilos, 50 kilos, parfois plus. Des caméramens vont sauter avec eux, mais la nuit approche. C'est seulement demain qu'ils commenceront à filmer. Sur les ailes et les fuselages de tous les avions, des bandes blanches et noires viennent d'être peintes, parfois un peu à la va-vite. Demain, dans le ciel, avec leurs bandes, 3 blanches et 2 noires, il sera facile de reconnaître les avions des forces alliées. La nuit tombe. En tout, 23 aérodromes sont utilisés pour transporter 23 000 hommes jusqu'en Normandie. Sur cette carte, le sud de l'Angleterre, le port de Portsmouth et tous les autres ports depuis lesquels plus de 5000 navires font déjà cap sur la France. 270 000 hommes sont à bord. Le 6 juin, à l'approche des côtes normandes, avant le lever du jour, les 5 secteurs où les troupes vont donner l'assaut sont intensément pilonnés. Puis, les premières péniches de débarquement sont mises à l'eau.
Il est prévu qu'elles atteignent les secteurs américains de Utah Beach et Omaha Beach vers 6h30. Et les secteurs britanniques et canadiens de Gold, Juneau et Sword 1 heure plus tard. Revenons à des images de péniches à l'approche de Omaha Beach. C'est ici qu'il y aura aujourd'hui le plus de tués. À bord, une trentaine d'hommes. Filmer pendant la traversée est extrêmement difficile. Les vagues, le mal de mer, la peur des tirs allemands. Et avec des caméras contenant 1 minute de film, il faut être très économe. Filmer seulement quelques secondes à chaque fois. Sinon, c'est fini. Plus de pellicule. Revoyons quelques prises de vue beaucoup plus lentement. On pourrait croire que les péniches sont lancées à vive allure. En fait, la vitesse maximale est de 11 km/h. Les hommes doivent rester 2, parfois 3 heures à bord. Entassés, inquiets, très inquiets. Les premières unités américaines utilisent parfois des péniches britanniques avec leurs équipages britanniques. On reconnaît leurs casques. L'avant est blindé, avec de petites ouvertures devant et sur les côtés. Les péniches américaines protègent moins les soldats. Un peu plus tard, à Omaha Beach, dans la matinée. Dans l'eau, il y a des cadavres. La brume, un écran de fumée artificielle largué sur des kilomètres pour protéger ceux qui débarquent. Le jeune caméraman David Roulet, qui filme ces rares images en couleur, a reçu l'ordre de rester à bord. D'autres images prises à terre. Ces hommes tombent sous la mitraille. Revoyons ça beaucoup plus lentement. Ici, le soldat qui sort de l'eau court. Juste derrière lui, on voit des gerbes d'eau. Ce sont des tirs en rafale. Touché, le soldat s'effondre. Devant lui, là, un autre soldat est tombé. Puis, on voit qu'il tente de se relever. Il est très rare que de tels instants de guerre soient filmés. Le caméraman est protégé. Juste derrière lui, il y a une falaise. Autre chose. Ces piquets font partie des innombrables obstacles installés par l'armée allemande sur des centaines de kilomètres de rivage pour empêcher une invasion. À marée haute, ils sont cachés sous l'eau et on ne voit plus les mines fixées dessus. C'est pour cela que les premières unités devaient impérativement arriver à marée basse, dès 6h30 ce matin, accompagnés par des milliers de sapeurs qui doivent déminer et sécuriser les passages pour les péniches qui suivent. Une mission à très haut risque sous le feu ennemi. Top! Encore une fois. On voit bien que les hommes sont bloqués sur la plage. Impossible d'aller plus loin. Plus tard, vers 10h, toujours à Omaha, le capitaine Herman Wall prend cette photo qui deviendra célèbre. Le voici à gauche, photographié à son départ d'Angleterre. Il a emporté avec lui des caisses de pigeons voyageurs pour envoyer ses photos au fur et à mesure. Il a déjà fait partir 2 pigeons. Quand Wall débarque à Omaha, il prend encore cette photo. Puis il est gravement blessé. Wall sera évacué le soir même et ses dernières photos récupérées dans son appareil. Nous sommes dans le secteur de Juneau Beach, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Omaha. Pendant les assauts, faire des images est presque impossible. Ici, la caméra tourne toute seule. Elle a été fixée à la péniche et déclenchée par le pilote. 1 minute de film est enregistrée sans caméraman. Ceux qui vont débarquer sont des Canadiens. Tout à l'heure, lors de la première vague d'assaut, 65 hommes sont morts, en quelques minutes. Le village de Bernières sera libéré dans la matinée vers 9h30. En début de cette bobine de film, il y a ce carton, filmé avant de fixer la caméra à la péniche. En haut,
il est indiqué « Installation spéciale ». OSS, les services secrets, et USN, la marine américaine, sont les commanditaires des images. Bobine 27. Armistead est un proche collaborateur de John Ford. À droite, le début de la 26e bobine de film. Regardons les deux bobines en même temps. Ces images, prises depuis deux péniches, montrent l'approche de Bernière presque au même moment. En fait, des centaines d'autres caméras dites automatiques sont utilisées, mais les résultats sont très décevants. Oubli de déclencher ou de récupérer le film, problèmes techniques, péniche mitraillée, coulée. Bilan, ces bobines de film prises sans caméraman sont presque les seules utilisables. Souvent, elles seront montrées avec du son ajouté. Un exemple. En 1944, il est pratiquement impossible d'enregistrer des sons pendant les combats. Mais cela fait des années que l'on sonorise les images pour que ce soit plus impressionnant. C'est le cinéaste John Ford qui aurait proposé d'installer des centaines de caméras sur des péniches et des blindés. John Ford suit les opérations depuis un navire au large de Omaha. Ce 6 juin, George Stevens, un autre grand cinéaste d'Hollywood, est en route pour la Normandie à bord du croiseur Belfast. Le voici sur une péniche à l'approche de Bernière. Ford et Stevens ont été recrutés pour diriger le travail des caméramans affectés à l'ensemble de l'opération Overlord. Aujourd'hui, il est prévu que les premières bobines de film tournées dans les différents secteurs soient vite récupérées. Pour Omaha, une note de service indique la première relève à 10h30. Même façon de faire à Juneau et à Utah. Ordre est de rapporter ce qui a déjà été filmé vers un bateau assigné à cette tâche. Puis, de tout acheminer jusqu'à la côte anglaise. Arrivé à Portsmouth, de rejoindre rapidement le ministère de l'Information à Londres, où films et photos passent la censure avant d'être proposés à la presse et aux compagnies de cinéma. Londres. Ce matin, un premier message officiel et rassurant du général Eisenhower passe à la radio. A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. Ces auditeurs sont filmés dans une salle du ministère de l'Information. Écoutons les dernières phrases de l'intervention du général Eisenhower. Great battles lie ahead. I call upon all who love freedom to stand with us now. Keep your faith staunch. Our arms are resolute. Together we shall achieve victory. Le message est ensuite commenté. Ladies and gentlemen, you've all heard the great news of our invasion, which is going where sure to lead us on to victory. And while wishing good luck and Godspeed to all of our forces, especially perhaps our own loved ones, let's get back to work just as soon as we possibly can, redouble our efforts to bring these boys back victoriously and just as speedily as possible. Thank you. Le général Eisenhower avait prudemment préparé un autre message en cas d'échec de l'opération. Revenons à l'est de Omaha Beach. La mer est maintenant très haute. Il est à peu près 10 heures du matin. Au pied de la falaise, des infirmiers s'occupent des blessés. Celui qui filme est accompagné par un photographe. Caméraman et photographe font équipe. Cette association est imposée par les militaires. Toujours dans le même secteur de Omaha. Revoyons ces images, plus lentement.
un sauvetage de naufragés. Des photos ont été prises. Celui qui est soutenu par 2 hommes s'appelle Nicolas Racine. Il a 31 ans. C'est un sapeur. Sur la gauche, avec une bande blanche en arrondi sur son casque, c'est aussi un sapeur. Même situation un peu plus tard. Toutes ces images ont été prises par ce groupe, le Détachement P, 2 cinéastes et 3 photographes. Le plus jeune a 23 ans. Ils ont débarqué ensemble à Omaha avec les sapeurs. Retournons à Bernières. C'est ici que 2 caméras automatiques ont donné de bons résultats. Maintenant, le village est presque libéré. Main en l'air, 2 prisonniers sous bonne garde se dirigent vers celui qui filme. C'est un caméraman canadien. Il s'appelle Bill Grant. 29. C'est la 29e bobine de film prise par Bill Grant depuis son embarquement en Angleterre. Sur le quai de la gare de Bernières, on remarque des prisonniers allemands de dos, des Canadiens, un civil avec un drapeau américain. C'est le chef de la petite gare de Bernières touché par les bombardements. Revoyons les dernières images plus lentement. Le drapeau américain du chef de gare date peut-être de la Première Guerre mondiale. C'est un casque allemand qu'il ramasse et jette au sol. Sur la gauche, l'enfant suivi par un petit chien s'appelle Jacques Martin. La maison de ses parents vient d'être incendiée. Il se souviendra longtemps de cette journée du 6 juin 1944. Toujours à Bernières, le reporter Bill Grant filme encore des prisonniers. Ils sont fouillés par la police militaire britannique. Un soldat canadien passe juste derrière les prisonniers. Revoyons ça. Le Canadien semble regarder vers la caméra avec une certaine insistance. Stop! Le voici à droite, pris en photo avec un prisonnier. C'est le sergent québécois Rosaire Gagnon, du régiment de la Chaudière. Dans une semaine, Rosaire Gagnon sera tué à 20 km d'ici. Des images couleurs prises un peu plus tard dans la matinée, toujours à Bernières. Cette fois, par l'équipe du cinéaste George Stevens. Devant la gare, Stevens dirige une prise de vue avec un drapeau français. Petit retour en arrière. Là, à l'horloge, il est 10h30. Voici encore Stevens filmé à côté de la caméra. Une fois terminé, chaque bobine de film est rangée dans une boîte ronde en métal comme celle-ci. Ce sont ces petites boîtes entourées d'adhésifs blancs qui repartent vers Londres dans ce genre de sac pour être développées au plus vite. Devant un restaurant, George Stevens, à droite, est en conversation avec un civil et un autre militaire que l'on voit mieux ici. C'est Lester Hemingway, le frère cadet de l'écrivain Ernest Hemingway, qui est, lui, sur un bateau, en face de Omaha Beach. De l'autre côté de l'Atlantique, les premières nouvelles ont été données dans la nuit. Il est maintenant 9h25 du matin. Sur la façade du journal Le New York Times s'affiche un message lumineux. Côte française, soudain portant, il évoque les bombardements avant l'assaut. À New York, comme ailleurs, des services religieux sont spécialement organisés dans les lieux de culte. Le maire de New York, Fiorello LaGuardia, prend la parole devant 50 000 personnes. Aujourd'hui, à Times Square, on chante la Marseillaise. Plus tard, dans la journée, celui qui filme
accompagne des équipes d'infirmiers qui vont débarquer dans le secteur américain de Utah Beach, à l'ouest de Omaha. Beaucoup de civières sont apportées. Un instant. Sur leur casque, ces bandes blanches horizontales indiquent que ce sont des sous-officiers. À Utah, pour la journée du 6 juin, le bilan sera lourd. 200 Américains morts, blessés et disparus. Mais à Omaha, le bilan sera 10 fois plus lourd. Quand des soldats allemands sont faits prisonniers, photographes et caméramans ont pour directive de faire des images. Tous les prisonniers sont embarqués et transportés jusqu'en Angleterre, où d'immenses camps ont été aménagés. Il n'est pas possible de les garder ici. Oula! Petit retour en arrière. Des tirs ou l'explosion d'une mine. Partout il y a des champs de mines que les sapeurs doivent neutraliser. Voici, à quelques kilomètres de Utah, de rares images aériennes montrant une zone où les parachutistes ont sauté cette nuit. Les forces allemandes ont volontairement inondé ces marais du Cotentin. Surchargés, plusieurs des parachutistes se sont noyés. Nous sommes tout près du village de Saint-Marcouf. Aujourd'hui, jour J, c'est aussi le début de la bataille de Normandie. En 3 mois, elle va coûter la vie à 140 000 combattants alliés, allemands et civils français. Revoyons ces images. Ces hommes portent au bras gauche l'insigne de la 101e division. C'est à eux que le général Eisenhower avait rendu visite hier soir. Cette petite conversation avec 2 enfants est filmée et photographiée. L'écusson du parachutiste n'est pas reconnaissable. Il a été peint en blanc avant que la photo ne soit envoyée à des journaux. À gauche sur le film, on le voyait bien son écusson. Même intervention de la censure pour le panneau du village. En film, on peut lire Saint-Marcouf. Sur cette photo, le panneau a été blanchi. Simple précaution pour éviter que l'armée allemande ne se renseigne par la presse. Quelques jours plus tard, un premier film sur le débarquement du 6 juin est déjà fait par le Chaef, l'état-major du général Eisenhower. En voici quelques extraits. Ce montage, de 33 minutes, est spécialement préparé pour les dirigeants Winston Churchill, Franklin Roosevelt et Joseph Staline. Ce montage montre bien les forces américaines, britanniques et canadiennes débarquant dans les 5 secteurs. Pas de musique, pas de son de guerre ajouté, car ce film n'est pas destiné au grand public. Juste, de temps en temps, quelques phrases de commentaires. Sea-going tanks were brought up quickly to meet German armor. Mais il y a une petite tricherie. Regardez, la campagne au-dessus des plages. Non, ce n'est pas la Normandie. Ces images ont été prises en Angleterre il y a 2 mois, en avril, lors d'entraînements à Slapton Sands et ailleurs. Les photographes s'étaient eux aussi entraînés. Un spectacle inattendu pour les enfants des environs. Ces autres images sont bien prises le 6 juin. Ce film sera longtemps perdu. Il ne sera retrouvé qu'en 2014. Quelques jours après le jour J, à Omaha Beach. Ici, comme sur les autres plages, des troupes venant d'Angleterre affluent sans cesse. À l'horizon, on remarque de très nombreux navires bien alignés. Ils sont là pour briser les vagues et freiner les courants avant l'installation d'un port artificiel. Au cours des 3 prochains mois, plus de 2 millions de combattants et 4 millions de tonnes de matériel vont être débarqués sur les plages de Normandie. Une organisation
exceptionnelle. Le 6 juin, seuls quelques caméramens et photographes avaient pu débarquer. Bientôt, ils seront plus de 250 à faire des images de la libération de la Normandie. Et certains d'entre eux suivront les troupes jusqu'en Allemagne.